Aviez-vous vos billets pour le match de basket au Parc Jarry ce soir? Parce que là, je fais aussi service public en espérant là, que l'épisode sorte avant 20h, parce que le match était prévu pour vendredi soir à 20h. C'est reporté. Ah oui. C'est reporté. Excellente décision. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fait froid et qu'il pleut. Depuis toujours, hein? Si je me fie à mon ressenti. Est-ce qu'il a déjà fait beau? À la fin mai, oui, c'est arrivé déjà. Dans notre existence, là. Oui, OK. Donc, c'est reporté à dimanche. Et oui, moi, j'avais mes billets. OK. Mais pas vous. Non. Vous autres, non. Le basket semi-pro, en plein air, très peu. Très peu pour vous. Martin est comme... Exact. Non, mais... Il y a certainement une reprise de Second Regard qu'on peut regarder au lieu. En parlant de basket, j'étais quand même content cette semaine de voir que Shai Gilgeous-Alexander a remporté le titre de joueur le plus utile dans la NBA. Fier Canadien. Et c'est ça. On a beaucoup de Canadiens dans la NBA. Absolument. 22. Tu sais qu'on parle souvent de hockey et de baseball ici, hein, ouais. Martin et moi. Ouais. Mais rappelle-toi qu'à une certaine époque, avant que le stade olympique ait un toit, Ben, je sais. les Expos commençaient leur saison au début avril. C'était très froid. Frigorifiant. Ah ouais. Oui. Alors, moi, je me souviens de Serge Touchette, ancien collègue qui était au Journal de Montréal, qui disait T'as-tu déjà essayé de taper à la machine avec des mitaines? Il dit, c'était hallucinant comment il faisait froid dans le stade olympique. Début avril, c'est pas... les sports en plein air, ailleurs qu'en été, c'est toujours risqué à Montréal. Ouais. Les gens apportaient leur sac de couchage au match d'ouverture là, pour se couvrir. Puis il y avait je pensais que parce que c'était plate puis qu'ils allaient dormir. Les petits flacons, les petits flacons d'alcool et tout ça. Non, c'était une expérience. Autre époque. Puis le stade gardait l'humidité en plus. Hein, le fait d'être... C'est ça, c'était comme le pire. C'était comme le pire des deux scénarios parce que l'air froid rentrait, mais ça sortait pas. La seule chose que ça gardait pas le stade, c'est le monde. Malheureusement. Mais on vit la même chose au Stade Saputo pour le soccer. D'ailleurs, les calendriers, puis c'est un problème à chaque année. Là, l'équipe commence toujours sa saison 7-8 matchs à l'extérieur, ce qui fait que c'est ça. Mais là, il y a le Grand Prix de Formule 1 qui va avoir lieu plus tôt, qui va avoir lieu genre à ce temps-ci de l'année, semble-t-il à compter de l'an prochain. Ah ouais? Fait que là, écoute, les bonnes vieilles années de Gilles Villeneuve qui sortait son côte à poêle, là, au Grand Prix du Canada. Mais là, écoute, on va peut-être retourner là aussi. Quand Gilles avait remporté le Grand Prix du Canada, c'était au mois d'octobre. C'est ça. Il faisait vraiment froid. Je me souviens de cette journée-là, il faisait froid. Ouais. Mais c'est ça. Ça va peut-être être moins gagnant pour le Grand Prix du Canada d'être présenté au mois de mai. C'est habituellement, au mois de juin, le Grand Prix du Canada signifie un peu à Montréal le début de l'été, de la saison estivale, puis tout le monde... Les terrasses, les rues sont pleines et tout ça. Au mois de mai, ça peut être moins convivial un peu. Tu l'as dit, au mois de mai, la semaine passée, il faisait 25, puis c'était gros soleil aussi. Là, donc, je pense qu'il y a comme une part de... Tu joues un peu... c'est un peu un jeu de hasard à ce temps-ci de l'année. Bon. Alors, allez pas au Stade Jarry ce soir. Là, le match est reporté à dimanche. Il annonce pas beaucoup plus beau. Non, je ne sais pas. Peut-être que restez branchés. Peut-être que ça va évoluer. OK, aujourd'hui, les Leafs n'ont pas le monopole du choking. Un Jacky, c'est bien, mais deux, est-ce que c'est mieux? Et qui veut du Chanaplan? C'est tellement hockey, épisode 409. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour Marc-Antoine. Et votre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Messieurs, mes salutations. Allô Martin. Je m'appelle Alexandre Coupal. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Pourquoi on disait détail? Aucune idée. C'est bien. Pourquoi on disait ça? Je sais pas.
Pourtant, c'est du pur folklore. Là. Oui, c'est du temps de Maurice Richard. Ils vont jouer dans le détail. Ouais. C'est quoi, on portait davantage attention aux détails. La question est lancée. Si vous avez une piste de réponse, pourquoi disait-on à l'époque que les séries de détail, alors qu'aujourd'hui, on dit les séries éliminatoires? Je flaire l'anglicisme. OK. En anglais, ça aurait été... detail, là, mais je sais pas. J'ai pas de réponse à t'apporter, mais je soupçonne que ça... C'était une affaire de traduction, d'anglicisme. Oui, exact. OK. C'est une bonne piste. Bon, commençons avec celle qui avait lieu, dont le dernier match est le plus frais. Alors, je parle de la finale de l'Association de l'Est, où ça va... Moi, j'ai été... Et c'était ça la boutade de mon titre, des Maple Leafs qui n'ont pas le monopole du choking. C'est 14 défaites de suite. J'en revenais pas quand j'ai lu ça. Des Hurricanes en finale d'association. Bon, encore faut-il se rendre en finale d'association, mais il faut le faire. Là. C'est 3 balayages de suite, et là, ils tirent de l'arrière 0-2. Et entre nous, ça regarde... Je sais que c'est pas fini, là, mais non, ça regarde mal. Là. Ça regarde... Ils ont... On dirait que les Panthers ont brisé la volonté des Hurricanes. Les Hurricanes sont cassés en deux en ce moment. Comment ils ont fait ça? Ben, ils ont fait ça en les frappant constamment, en exerçant un échec avant de tous les diables, en exerçant aussi de la pression en zone neutre pour empêcher les Hurricanes de prendre la vitesse. Ils bloquent des lancers. Ils sont cochons avant et après les coups de sifflet. Et ils sont extrêmement opportunistes sur leur chance de marquer. Mais tu sais, les Hurricanes sont connus comme étant une équipe de volume quand vient le temps de tenter de tirer au filet. Là, hier, leur 17 tirs au but, c'est le plus bas total depuis que Rod Brindamour est en poste derrière le banc. Saison éliminatoire et série incluse. À tel point que les fans des Hurricanes qui sont habitués de voir leur équipe favorite multiplier les tirs au but scandaient « shoot the puck » durant la rencontre hier. Des occasions à 2 contre 1 où on tentait la passe de trop qui finalement ça n'allait nulle part. T'sais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de frustration dans le camp des Hurricanes et leur gardien numéro 1, Frederick Anderson, qui était si bon dans les 2 premières rondes, a l'air ébranlé également. Je donne plus cher leur peau du tout. Moi, j'haïs bien ça, là, avoir cette attitude-là. Surtout quand c'est juste 2 matchs après 2 matchs, mais c'est difficile de ne pas avoir cette attitude-là. Oui, mais avant le début de cette série-là, moi, l'objet de curiosité pour moi, ce sont les 2 meilleures équipes de la Ligue nationale en possession de rondelles. Je me disais, qui va posséder l'objet, qui va l'avoir en sa possession, et l'autre équipe, comment elle va s'adapter à ça. Quand même, les Hurricanes, dans le premier match... ils ont la rondelle. Ils avaient la rondelle. Ils ont eu plus de chances de marquer. Mais les Panthers ont été beaucoup plus opportunistes. Mais quand même, Marc-Antoine parlait de brisure psychologique. Là. Les Hurricanes n'avaient pas perdu à domicile encore depuis le début des séries. Ils ont perdu le premier match. Ils avaient accordé juste 2 buts en désavantage numérique depuis le début des séries. Leur désavantage était à 93,3% de mémoire. Ils ont accordé 2 buts dans le premier match et, en désavantage numérique. Ils en ont accordé encore 2 dans le match d'hier. Alors là, les Hurricanes n'avaient pas perdu 2 matchs de suite depuis le début des séries. Là, c'est fait. Anderson était le gardien le plus efficace de la Ligue nationale. Là, il y a une moyenne de 750. Fait que c'est une série de choses qui étaient des piliers dans le jeu des Hurricanes qui tombent comme ça, un après l'autre. Et t'ajoutes après ça le fait que cette équipe-là a été balayée depuis 2 fois lorsqu'elle a participé à la finale de l'Est sous les commandes de Rod Brindamour depuis 2019. Et que là, on vient de perdre 2 matchs de suite encore. Alors là, ça fait beaucoup de choses qui s'additionnent. Puis moi, c'était la première fois que je voyais jouer les Hurricanes où je voyais vraiment de la frustration ressortir. La chaîne a complètement débarqué. Là. Oui. Alors, la façon de jouer. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que tu avais souligné ça avant que ça commence. Qui allait le mieux s'adapter? Parce que les 2 équipes ne peuvent pas avoir la rondelle. C'est ça, exactement. Et c'est pas exactement ça qui arrive. Parce que c'est encore hier, après 2 périodes, sauf erreur, là,
les Hurricanes avaient l'avantage là, pour de la possession, mais c'est pas grave, ils étaient en retard au pointage. Ouais, moi, je trouve que la possession de rondelles, si ça se traduisait à quelque part dans les chiffres, ça se vérifiait pas sur la glace à l'œil nu. Je sentais pas du tout les Hurricanes comme étant très Hier, c'était menaçants. 50-50. Hier, c'est 50-50. Ouais. Mais tu sais, tu as fait des exercices de rétro-ingénierie puis essayer de voir les indices qui suggéraient des équipes qui allaient connaître du succès en séries éliminatoires. Cette année, faut vraiment regarder du côté de la possession de rondelles, du ratio de tentatives de tir, le fameux Corsi, et également les buts attendus. 3 des 4 demi-finalistes, donc les finalistes d'association, 3 des 4 équipes sont dans le top 5 cette année en saison régulière. La Caroline, la Floride et puis Edmonton. Donc ça, c'est des équipes qui sont dans le top 5, autant pour le Corsi que pour les buts attendus. Donc ça donne un peu la couleur du temps. Puis c'était la même chose l'année dernière aussi. Ouais. Donc en ce moment, la tendance, ça avait... Après quelques saisons où le Corsi était un petit peu tombé en défaveur, puis on avait cessé d'y apporter trop d'importance, ben là, en ce moment, il a l'air de faire un retour en force. C'est une bonne affaire de l'avoir de son bord. Bon, une bonne affaire à avoir de son bord aussi, c'est l'aspect, appelons ça, c'est pas de la robustesse. Hein? C'est comme c'est une attitude, c'est une façon... c'est la façon qu'on célèbre à chaque printemps. Et quand les Capitals ont battu le Canadien, on avait identifié ça comme étant un élément clé. Là, les Hurricanes ont battu les Capitals. Et là, on se dit, finalement, c'est peut-être pas si important. Et là, on est de retour de l'autre côté parce que ça semble être un élément déterminant dans la série entre les Panthers et les Hurricanes. Je parle là, c'est ça, la combinaison robustesse... à la limite de la légalité, le matraquage, l'intimidation, là, tout ce un paquet cadeau là, de toutes ces attitudes-là. Bien, je pense, je suis pas sûr que ce soit la formule qui va nécessairement te donner du succès en séries éliminatoires, mais quand tu as 2 équipes aussi fortes que la Floride et la Caroline, c'est un élément qui peut te départager. Puis tu vois dans la personnalité des joueurs, c'est 2 équipes qui, à ce niveau-là, sont bâtis très, très différemment parce que tu cherches du côté de la Caroline qui va riposter exactement. T'sais. William Carrier, il ne joue pas beaucoup. Non, c'est ça. Sébastien Aho puis Seth Jarvis sont parmi les plus frêles de leur équipe, mais c'est quand même eux qui mangeaient une taloche ou une mornif sur le menton, puis qui se relevaient, puis qui continuaient après, mais... Tu cherches aussi qui va pouvoir donner aux Panthers la monnaie de la pièce. Des Sam Bennett, des Matthew Tkachuk, ils en ont pas. Puis tu as des gars coriaces aussi sur le 4e trio, le Québécois AJ Greer, entre autres. C'est le genre de gars, tu te dis, mais là, on peut se passer de ce type de joueur-là au sein de notre équipe, mais c'est des gagnants de la Coupe Stanley, jugent qu'il a sa place à tous les soirs dans l'alignement. Ils ont Gadjovich également qui ne donne pas sa place en termes justement de robustesse. Fait que c'est une partie intégrante de l'ADN des Panthers, puis ça contribue à leur succès parce que si tu as une équipe qui, justement, a une formule aussi bien établie puis aussi efficace que celle des Hurricanes, puis tu arrives à créer une brèche à l'intérieur, bien, en les travaillant au corps, littéralement, au sens propre comme au sens figuré, là, autant en les frappant qu'en les décourageant à la longue, en revenant constamment, ben c'est là, à un moment donné, où que tu sépares une équipe comme la Caroline du système de jeu qui l'a rendu si efficace en séries éliminatoires. Je pense pas que les Hurricanes, c'est une équipe qui se fasse intimider par quand ça se met à frapper. Mais la coche pour aller plus loin dans cette escalade-là, ils l'ont pas nécessairement. Moi, ils m'impressionnent beaucoup, les Panthers. Honnêtement, là, je les regarde aller depuis le début de cette série-là. Je me disais, mon Dieu, ils viennent de terminer une série de 7 matchs contre les Maple Leafs. Ils ont eu une journée de repos pour passer d'une série à l'autre. Il fallait qu'ils voyagent en plus durant cette journée-là. C'est une machine de guerre. Ouais. Ils sont capables de pratiquer tous les styles. Puis s'ils rencontraient une équipe barbare qui voudrait jeter les gants puis se battre toute la journée, ils seraient capables de le faire aussi. Et c'est un peu comme...
c'est un peu comme à la boxe. Tu sais, quand un boxeur monte les échelons puis arrive dans le classement mondial, à un moment donné, tu affrontes des boxeurs qui sont tellement complets, il faut que tu sois capable de pratiquer tous les styles. Il faut que tu sois capable de te défendre contre un cogneur, contre un technicien, contre un gars qui se déplace beaucoup, contre un gars qui est frontal. Mais les Panthers ont ça. Ça, ouais. Moi, je pense que les Hurricanes ont ça aussi parce que leur possession de rondelles est extrêmement forte. Mais tu regardes la profondeur dans l'alignement. Écoute, ils ont 13 buts de la part de leurs défenseurs, les Panthers. Là. Il n'y a aucune équipe qui a ça depuis le début des séries. C'est comme si ça fait une différence là, au bout de la ligne quand les défenseurs marquent en attaque. Puis tu regardes la profondeur de 1 à 3 dans les trios des Panthers comparativement à ce que tu vois chez les Hurricanes là, avec Roslovic puis Taylor Hall. Stan Coven, c'est quand même encore un jeune joueur. Il y a moins de contributions après le trio de AO. Fait que si tu as 2 bonnes équipes de possession de rondelles, 2 bonnes équipes défensives qui s'affrontent, mais il y en a une qui a plus de profondeur en attaque, à un moment donné, c'est celui qui a un petit peu plus d'armement qui va ressortir. Là, puis c'est vraiment beau de voir jouer les Panthers à leur 3e long parcours éliminatoire de suite. Moi, je trouve que la profondeur est vraiment un élément flagrant dans cette série-là parce que, tu sais, je sais que j'ai lu des commentaires à l'effet que Rod Brind'Amour n'est pas capable. Tu sais, toi-même, ta présentation, tu fais un parallèle avec les Maple Leafs en disant, mais finalement, les Hurricanes ne sont pas capables de franchir une certaine étape. Dans leur cas, c'est la finale d'association. Moi, je trouve que même si on peut remettre en question le fait qu'il y a une bonne capacité d'adaptabilité comme entraîneur-chef, Brind'Amour, si les choses ne fonctionnent pas, est-ce qu'il trouve des façons et des solutions efficaces pour changer le cours des choses? Peut-être qu'on peut se poser la question, mais je trouve qu'il soutire le maximum de son groupe. Il a été capable vraiment de mettre sur pied un plan de match et un système de jeu qui fonctionne, mais face à une équipe qui, d'une certaine manière, joue un peu sous certains aspects, joue de la même manière qu'eux autres. Le manque de profondeur des Hurricanes leur fait mal, parce que Jack Roslovic, je m'excuse, là, mais comme joueur de centre, que ce soit comme 2e ou 3e centre, parce que des fois, Jordan Staal est utilisé davantage que le 2e centre plus offensif. Mais Roslovic, il fait pas le travail. Jesperi Kotkaniemi, il laissé de côté, il fait pas le travail non plus. Pourtant, un joueur de série, Kotkaniemi. Mais il est encore jeune. Seulement 24 ans. T'es encore un an plus jeune que Brady Tkachuk. Ouais. Alors, tu sais... Ça, d'ailleurs, on pensait qu'à ce stade-ci, là, il pas serait capable, plus vieux, mais non. Il n'est pas capable de prendre le dessus. mais c'est jamais, on fait lui donner le temps. Mais ce dont on parle là, n'est-ce pas la raison pour laquelle les Hurricanes ont fait l'acquisition de Rantanen cette saison? Je pense qu'ils étaient conscients de cette lacune-là. Quand on arrive à un moment donné et qu'on affronte des bonnes équipes défensives, aussi bonnes que nous, mais ils ont plus de punch en attaque, il faut qu'on soit meilleur. C'est ça. Et le fait que cette transaction-là ait mal tourné, ben c'est ça. Ils sont un peu dans la même situation où ils ont été lors de leur dernier passage en finale de l'Est. S'il fallait que les Hurricanes soient dans un marché canadien, là, je pense que la statistique des 14 défaites de suite, je pense que ça serait plus lourd. Ouais. Et sûrement que les têtes commenceraient... On annoncerait déjà des départs. Je ne sais pas s'il y en aura, dépendamment de comment ça se termine. Mais c'est surréaliste comme statistique. Ça n'a pas d'allure. Si tu es assez bon pour te rendre dans le carré d'as, on s'entend, tu as une très, très bonne équipe de hockey, là. Ouais. Dans une ligue qui est ultra paritaire. Ouais. On vit dans un monde où le Danemark a battu le Canada hier au championnat, mondial. Là, tu inventes des affaires. Pour vrai. Et tu as une équipe qui est 0-14. Ben, c'est ça, c'est que c'est quand même fou. Qu'ils aient jamais gagné, qu'ils soient jamais passés. Comme les Maple Leafs, on leur reproche de jamais avoir atteint la 3e ronde. Mais ils ont gagné toujours bien 2-3 matchs, là, ou plus que ça même. Là, eux, ils ont 0 victoire à ce stade-là. Leur dernière victoire en finale d'association... C'est 2006? C'est 2006, l'année de la Coupe Stanley, puis le but gagnant avait été marqué par Rod Brind'Amour. Ça fait 15 ans quand même. Faire un Guy Carbonneau de lui-même puis nous dire qu'il peut pas remettre les patins puis y aller marquer parce que c'est presque ça. Bon, on n'enterrera pas les Hurricanes tout de suite. On va leur laisser... Enfin, on va leur souhaiter d'en gagner au moins une. Hein, ce serait toujours ça de mieux. Mais juste pour finir sur les Panthers, moi, j'obéissais à un truc bien élémentaire avant que ça commence.
un troisième printemps de suite. Là. Ces 2 finales, les 2 dernières années, à un moment donné, ils vont... C'est de la pure logique. Là. À un moment donné, ils vont manquer de gaz. Ça ne semble pas du tout être le cas. C'est vraiment impressionnant. Et 4 fois de suite, là, 5 buts et plus sur la route, dans 4 matchs consécutifs, en séries éliminatoires. Il n'y a rien qui les dérange. Il n'y a aucun facteur. C'est une équipe qui est à son apogée, qui est déterminée, qui est vraiment impressionnante. Et je pense que c'est pas toujours le cas, mais dans le leur, les acquisitions qui ont été faites avant la date limite des transactions, dans le cas de Seth Jones, c'était plusieurs semaines avant, mais il y en a des gars là, justement, qui n'ont pas les 2 printemps dans le corps. Puis, il joue Marchand aussi, mais Jones, les 2 jouent des rôles de premier plan. Ça fait partie de l'équation. Puis, les Panthers, on a senti par moments en saison régulière qu'ils s'économisaient un petit peu. Ils n'ont pas joué contre le Canadien, mettons. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas été à fond de train, la pédale au fond du 1er au 82e match de la saison. Puis, il y a toujours un risque de complaisance ou de perdre un peu sa vigilance. Mais je pense que dans leur cas, il y a un très, très bon dosage pour dire, OK, faut qu'on reste suffisamment à point pour pouvoir être en contrôle de notre façon de jouer puis de notre identité. Mais en même temps, on ne gaspillera pas trop de cartouches parce qu'on sait ce que ça prend pour pouvoir aller loin en séries éliminatoires. Puis là, ils démontrent que ils ont encore tout à fait toutes les énergies nécessaires pour pouvoir aller au bout cette année. Puis ce qui est incroyable, c'est que je regardais le match d'hier où ils ont dominé les Hurricanes. Alexander Barkov était invisible. Fait que s'il faut en plus que leur capitaine puis leur meilleur joueur s'impose puis devienne un gars qui fait la différence dans les matchs, là, ça rajouterait encore une couche de plus. Mais là, tu as des éléments. Sam Bennett, hier, qui a joué un match extraordinaire hier. Encore une fois, c'est une bête de séries éliminatoires. Ils ont perdu Reinhardt, par exemple. Oui. Ça peut faire mal. Absolument. Contact avec Sébastien Aho. Ouais. On n'a pas de détails à savoir là, sur une durée, la durée, mais c'est ça. C'est pas plus assurant. Puis ça pourrait peut-être devenir un élément pour qui pourrait être une reprise de la finale de l'an dernier. Parce que ça se peut. C'est difficile, par exemple. Edmonton, Dallas, c'est difficile de lire dans les feuilles de thé ou dans quelle direction. Ça, on s'en doutait un peu. Là. Puis ça se passe pas mal de cette façon-là. En termes de résultats, c'est sûr que c'est toujours impressionnant là, quand les Oilers ont échappé une avance de 3 buts. C'est sûr que ça marque l'imaginaire, là, mais reste qu'on s'attendait. Ça aurait pu être un but à la fois. Où est-ce qu'on y va au pic et à l'appel? Mais on s'attend à ce que ce soit une finale chaudement disputée. Là. Ouais. Marc-Antoine mentionnait tantôt que les Oilers sont parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale en possession de rondelles. Et c'est étonnant quand tu les regardes jouer. Bien sûr, McDavid, Draisaitl ont souvent la rondelle, puis quand leur attaque s'installe en zone adverse, ça tourbillonne, mais tu compares la façon dont les Oilers jouent avec la façon dont les Hurricanes et les Panthers jouent. Le jeu des Hurricanes, il est quand même très lisse. Là. Ils ne prennent pas de chance, ils placent la rondelle dans le fond, ils vont s'installer, frappent les défenseurs. Mais les Oilers, ils commettent des revirements, ils redonnent la rondelle pour rien, ça repart dans toutes les directions. C'est un peu le chaos. Il y a beaucoup d'improvisation dans leur jeu et ça doit être une équipe très difficile. Le jeu n'est pas formaté, ça doit être très difficile de les affronter. Puis les Stars ont eu de la misère avec ça dans les 2 premières périodes. Puis là, c'est ça, leurs matchs sont... Les matchs Oilers, c'est autant une aventure quand ils ont l'avance que quand ils ont du recul, parce que ça peut virer de bord. Puis leurs gardiens sont... des fois bons, sont très irréguliers. Il y a des matchs où tu regardes jouer Skinner, puis tu dis, il va se faire déjouer sur tous les tirs. Là, il est à genoux, le gars est à 40 pieds de lui, puis il est déjà à genoux dans le fond de son filet. Puis il y a des matchs comme ça où tout a l'air de rentrer. Fait que c'est arrivé, ils ont été indisciplinés en plus dans les 22 dernières minutes du match. Là, ça a Brett ouvert... Kulak, un gars important en infériorité numérique, se retrouve au cachot. Ça aide pas. Mais ce sont les Oilers. C'est une équipe bipolaire. Ils peuvent arriver jouer 3 matchs de suite exceptionnels puis être terrassés Dallas. Mais ils sont capables, pouf, il y a une étincelle puis ils peuvent ouvrir la porte à l'adversaire. C'est vrai que c'est une série difficile à lire. Puis moi, mon point de vue sur cette série-là, c'était la grande force des Stars
toute la saison, ça a été leur profondeur avec leurs 8 marqueurs de 20 buts et tout ça. Depuis le début des séries, on voyait juste le trio des Finlandais. Les autres étaient très effacés. Puis dans ce match-là, quand le revirement est survenu, ce sont les Séguins. La profondeur. Les Séguins, c'est ça. Chêne, C'est la profondeur du Chêne qui n'avait pas marqué depuis le début des séries qui ont sorti. Si ça se maintient, ça va être une longue série. Si ça reste juste à un trio, les Stars vont être ensevelis à un moment donné par l'attaque là, des Oilers. Mais tu fais bien à propos des Oilers de parler de Skinner comme reflet de la bipolarité de cette équipe-là, parce qu'avec lui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit qu'il y a un blanchissage, soit qu'il se fait défoncer. Il y a eu... Tu sais, les gardiens de but, souvent, on va avoir des... Souvent, ils vont osciller autour de 900 dans leur taux d'efficacité. On a déjà parlé du fait que Samuel Montembeault, c'était un peu son guide dans un match. Lui, il va évaluer la qualité de son rendement, savoir est-ce que j'ai réussi à garder les buts pour au-dessus de 900 dans mon match. Peu importe le nombre de buts que j'ai donnés, si je suis au-dessus de 900, j'ai dû faire des affaires de bien. Mais dans le cas de Skinner, soit qu'il est à 1000, donc soit qu'il a un blanchissage, ou tous ses autres matchs des séries jusqu'à maintenant, il est à 833 ou moins. Donc, ça va vraiment dans deux directions opposées. Puis, c'est ça. C'est moins... tu sais, quand tu as de l'autre côté Jake Oettinger qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus rassurant. C'est normal. Je ne sais pas si j'ai dit ça la même chose le printemps dernier, parce que c'est un peu la même affaire. C'est pas normal. Les Oilers, c'est comme si les règles ne s'appliquaient pas dans leur cas, et ça va jusque dans la garde de but. Ouais, ben c'est un peu ça, non? Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est ça l'observation. C'est que, comme Martin dit, tu sais, ils redonnent la rondelle, ils s'en font poter 3. Est-ce que quelqu'un est inquiet pour les Oilers à ce stade-ci? Dans n'importe quelle série, là, de la façon dont s'est terminé le premier match, bon, je veux bien que ce soit juste le premier match, là, mais ça devrait donner un coup, là. Mais c'est comme ça. Ils ont donné 6 buts dans les 2 premiers matchs contre les Kings de Los Angeles au premier tour, puis là, on se disait... ils ne se remettront pas de ça. Bing, boum, boum, le cirque, le chapiteau est reparti. Puis tout était correct. Puis avant que la série commence, on disait, mon Dieu, personne ne va pouvoir les arrêter. Il n'y a aucune défense qui va pouvoir résister à ça. Alors, c'est ça. Puis même les Stars, même si les Stars ont marqué 5 buts en troisième période dans le premier match de la série, on imagine très bien les Oilers être capables de faire la même chose. Oui, absolument. Ben, c'est ta réplique qui est la meilleure. C'est que qu'ils aient l'avance ou qu'ils tirent de l'arrière, c'est pas rassurant. C'est exact. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Ah, on a été ailleurs cette semaine. On était à une place que tu vas des fois, là, une fois de temps en temps, là, quand le Canadien est en congé. Là, je m'adressais à Marc-Antoine pour ceux qui sont exclusivement en audio. On a demandé donc via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, Caden Primo ou Jacob Fowler devant le filet pour le prochain match du Rocket. Ça, c'est comme une question, c'est du contenu gratuit. Merci. C'est du contenu qui a une courte date de péremption. Ah, puis pourquoi pas? Ben, justement. Parce que là, le Rocket est de retour en action ce soir. Dernier match, Caden Primo a été... lisons les réponses. Je te donnerai mon avis après. Là. Non, puis tout ça aussi, c'était une façon de mettre la table. Là. C'est un prétexte. Ça. Alors, pour ceux et celles qui sont à l'école de communication, là, voilà, c'est une transition. Hein? C'était beau. Hein? Je n'avais pas insisté. Ça aurait été slick. Oui. Mais bon, c'est ruiné. Donc, sur Facebook, Normand Primo, Daniel Primo, Dylan Primo, José Primo, c'est mon choix. Eric Fowler. C'est lui, notre gardien d'avenir. Il a très bien joué depuis qu'il est ici. Primo sera ailleurs l'an prochain, mais c'est comme 90% Primo. Il faut vivre dans le présent. C'est ça, exactement. Où est-il présentement, Primo? Il est dans le présent. Et ouais, il est chez les Rockets. Il n'est pas ailleurs. Oui. Il n'est pas ailleurs. Non, pas. Jean-Pierre, c'est le coach. C'est au coach de décider. Ça, j'aime ça. Excellente réponse. C'est vrai. Je pense que c'est ça qui va arriver. Éric, les deux. Hein? Pensez en dehors de la boîte. Moi, je pense que les deux, ça serait mieux que un. Ça me paraît juste d'un point de vue là, spatio-temporel. Bon. Et sinon, quelques-unes sur le Tube, non, le Gram. Nerlix Fowler, c'est un vrai gamer. Normand Primo, aucune raison que ce soit pas lui.
Et sur le tube, Thorabert, l'œuf ou la poule, c'est la question éternelle que l'humanité se pose. Oh, philosophique. Et c'est un vrai... C'est quelqu'un qui suit le hockey à Montréal depuis longtemps. Là, Et sur le TOC, qu'est-ce qu'il dit sur le TOC? On n'a pas le TOC. Ah non? On l'avait un temps, hein? J'aurais remarqué que je boude Twitter, et oui, c'est une position. Mais j'ai dit, on ne parle pas de ça ici. Non. On ne parle pas de ça ici. Non. Ici, c'est un endroit où c'est ça, on est en sécurité de ces affaires-là. Alors, Marc-Antoine, vas-y, enchaîne. Et dis-nous à quel point Cayden Primo, là, c'est lui qui le mérite. Ben, il le mérite parce qu'il a tenu son équipe dans le match, dans la rencontre numéro 3 contre Rochester, le match d'avant-hier à Laval. Ça a pris un certain temps avant que le Rocket retrouve son air d'aller. Il avait pris les devants dans la première minute de jeu. Je pense qu'il y avait 15 secondes de jouer. Puis par la suite, tranquillement mais sûrement, les Americans avaient pris le contrôle du match, surtout en deuxième période. Puis Primo a dû s'illustrer en attendant que la machine se réveille. Que la machine se réveille. On le savait qu'il allait y avoir un système d'alternance devant le filet. Pascal Vincent était très clair à cet effet-là. Est-ce que ça veut dire que le système d'alternance, c'est un match? Non. Mais les deux vont voir de l'action en séries éliminatoires, puis bon, il tient parole. Cela étant dit, c'est vrai que Jacob Fowler, c'est le gardien d'avenir du Canadien. Entre les deux, il n'y a pas photo. Sauf que encore faut-il que Fowler, on le fasse travailler pour qu'il le mérite à plus long terme. Même si, je suis tout à fait d'accord, on reste dans le moment présent, puis on ne regarde pas nécessairement trop loin dans le futur, mais même si on veut regarder l'avenir, ça ne lui rendrait pas service si on lui déroulait le tapis rouge puis qu'on lui donnait tout cul dans le bec. Il n'y a aucun droit. Droit qui... Non, absolument pas. Alors là, dans le fond, l'idée, c'est que Cayden Primo, avec ses faits d'armes... Ses états de service, oui. J'allais dire ses états d'armes. Je savais que ça ne marcherait pas. Mais t'étais proche. Oui, état de service ou faits d'armes. C'est ça. Les deux marchent. C'est fait de service. C'est état d'arme. On a fait le tour. Et c'est état d'arme, c'est ça. Oui. Alors, tout ça étant dit, il a mérité le fait de se retrouver devant le filet du Rocket, surtout après une performance comme celle-là. Oui. Puis faites travailler Fowler, forcez-le à ce qu'il continue de mériter son filet. Il n'a pas été, dans le deuxième match à Rochester, il n'a pas été flamboyant non plus. Alors, c'est correct. Est-ce qu'il y a un enseignement du passé là-dedans? Ça me fait. Je n'avais pas l'intention d'aller là, mais je t'écoute, puis ça me rappelle un gars. Ça me rappelle un gars. Dans la culture du Canadien, sur plusieurs années, souvent, on a amené des jeunes gardiens devant le filet qui ont connu du succès rapidement. Mais dans l'histoire récente, Carey Price, ça a pris du temps. Carey Price, on lui a déroulé, on jetait des pétales de rose sur son passage pour dire c'est l'élu. Ouais. Mais ça a pris du temps. Puis, il a gagné la Coupe Calder cette année-là, dans un contexte semblable. Mais après ça, a été... dans la Ligue nationale, il faut faire attention. C'est une position où la période de développement est longue. Je pense que la position a changé aussi avec le temps, mais Carey Price est devenu Carey Price après avoir vu jouer à Lac au printemps à Lac. Non, mais on pourrait faire l'argument que Carey Price a failli pas devenir Carey Price. Là. Quand il a fait face à l'adversité, puis il a fait face à de la compétition interne, il est devenu un gardien d'un autre niveau à ce moment-là, mais c'était pas ça dans les 4 premières saisons. Là. C'est ça. Bob Gainey le surnommait, l'avait qualifié de pur sang, mais encore, le pur sang, il faut que tu le casses pour qu'il devienne... Mm-hmm. C'est ça, tu peux pas le lâcher, c'est ça. Non, alors, effectivement, le printemps à Lac a changé le cours de sa carrière, le fouetté. Fait qu'à une bien plus petite échelle, Fowler peut regarder Primo et dire, OK, ben il y a là... une fois de temps en temps, hein? Que chacun des deux défende son filet et dire, je ne céderai pas mon filet, puis je vais... Comme Brian Boucher, je vais vendre chèrement mon filet. Ouais. Puis il faut respecter ce que Primo a fait aussi. Là. Je comprends qu'il n'y a pas eu énormément de succès quand il est venu jouer à Montréal, au Centre Bell. Mais c'est un jeune homme qui est professionnel depuis plusieurs saisons, qui a fait ses débuts professionnels dans des circonstances extrêmement difficiles. La pandémie, pas beaucoup de matchs disputés. À un moment donné, il n'était pas comme la troisième roue du carrosse avec l'équipe aussi pendant la pandémie. Il faisait juste pas jouer. Et là, cette année, il y a... Là, c'était Charlie Lindgren.
C'était Lindgren, OK. Mais... Alors, sur le Taxi Squad, oui, ça a été la fin de Lindgren. Ouais. Mais ça ne l'a quand même pas empêché de... Non, mais il a fallu qu'il aille ailleurs, puis il a fallu que... Puis c'est peut-être ça qui va arriver avec Primo. Là. Mais cela dit, tu sais, Primo, cette année, il a fait le travail avec cette équipe-là. Il a participé au succès de cette équipe-là. Il n'a pas connu de défaillance. Il a été fiable chaque fois que son entraîneur l'a utilisé. Tu peux pas... Comme entraîneur, tu perds le respect de tes joueurs. S'il arrive la saveur du jour, puis tasse-toi, on va faire jouer la saveur du jour. Il faut que... Et Pascal Vincent est parfaitement conscient qu'il doit développer les jeunes joueurs qui arrivent, puis il faut être ouvert d'esprit, tout ça, mais il faut faire ça avec doigté. Il faut faire ça respectueux. Il faut que tu respectes les gars qui habitent ton vestiaire. Et c'est une fine ligne à marcher. C'est une situation très délicate pour le personnel d'entraîneur. Mais c'est une situation quand même qui est intéressante pour le Rocket. Et c'est un beau problème à avoir dans le contexte où le Rocket est dans le siège du conducteur dans cette série-là. En ce moment, c'est encore des séries 3 de 5 en finale les finales de division. Le Rocket, elle est devant 2-1. Donc là, il y a de la marge de manœuvre pour passer de l'un à l'autre encore. C'est ça. C'est encore... on n'est pas à l'article de l'élimination. Non, c'est ça. Et là, peut-être que ça changera. Non, c'est ça. Primo, c'est un gardien élite là, dans la Ligue américaine. C'est ça que c'est. Là. Oui. Puis d'ailleurs, ça se reflétait dans les réponses des gens. Là. C'était très, très majoritairement en faveur de Primo. Je faisais la même affaire avec Joshua Roy à une certaine époque. Je me disais, il me semble qu'on capote pas assez avec... Quand Roy jouait dans la Ligue américaine, il me semble qu'on capote pas assez avec un espoir québécois qui connaît du succès comme ça à ses débuts professionnels. Finalement, on a peut-être bien fait là, de pas trop capoter, mais là, je m'égare. Mais j'ai le même sentiment quand je lis que Florian Jacquet a marqué 24 buts à sa première saison chez les pros. Il joue un rôle... Elle va dire, il joue tous les rôles en séries éliminatoires. Pratiquement. Écoute, il est capable de jouer en infériorité numérique. Il peut jouer sur la deuxième unité d'avantage. Il est utilisé comme joueur de centre, parfois à l'aile, mais surtout au centre. Tantôt contre les meilleurs trios adverses, tantôt contre un trio d'énergie qui pose problème à l'équipe. Donc oui, dans une certaine mesure, il a tous les rôles. Pour un joueur recru, c'est comme, donne-moi-en, coach, je vais t'en donner. Ben oui. Donc, c'est spectaculaire de voir le genre de saison recrue qu'il connaît chez les professionnels. 24 buts. Évidemment, également, je pense qu'il y a 6 combats à son actif. C'est lui qui a le plus de minutes de pénalité dans toute la Ligue américaine. C'est le digne frère de son frère. Il n'a pas le choix. Écoute, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, mais tu as écrit, c'est ça que c'est un gars qui a beaucoup de confiance aussi. C'est quelqu'un qui t'a confié ça. Puis je me disais, quand t'es le petit frère de Harbour, si t'as pas confiance, là, tu vas rester dans ton trou, j'ai l'impression. Moi, dans les premiers tournois des recrues, je l'avais vu jouer et je l'avais trouvé décevant parce qu'il mettait beaucoup trop d'accent sur la robustesse. Son frère s'était démarqué comme ça. Harbour, au tournoi des recrues, je me souviens, à Buffalo, là, ça avait été époustouflant. Il avait fait sa marque comme ça. Et Jacquet... Lequel, là? Florian. Je me souviens que les recruteurs, on avait vu des séquences d'un meeting où Bobrov, c'est Nick Bobrov qui disait que c'était une licorne. Une licorne. Ouais. Puis là, je me disais, on n'a pas vu trop la licorne. Là, tu voyais qu'il avait des habiletés, mais il n'avait pas montré ça. Mais s'il peut être polyvalent comme ça... marquer des buts, être robuste, jouer bien défensivement, être capable de jouer avec des joueurs offensifs. Bon patineur il va peut-être avoir une bien meilleure carrière que Harbour. Alors que, c'est ça, c'était comme dans ma tête, pas clair. C'était ça, le petit frère au début. Puis je pensais que le patin, c'était pas sa force. Non, c'est ses dimensions. Oui, absolument. La robustesse et le coup de patin, c'est les deux facettes du jeu qui sont à ce que Pascal Vincent aime appeler la fondation. Ouais. Les fondations de son jeu, c'est le coup de patin et la robustesse. Bon, mais comment ça, on capote pas plus que ça? Parce qu'on est des gens raisonnables. Je pense que dans le cas de Florian, le fait qu'il n'ait pas été repêché à sa première année d'admissibilité, il a été repêché à 19 ans. Donc, il a eu c'est comme un parcours un peu plus tardif, comme Jacquet, comme son grand frère aussi, là, qui lui a été embauché comme joueur autonome dans les qui n'a pas été repêché. Les rangs juniors, exactement.
Donc, tu sais, ça appelle toujours... Le fait d'être repêché à 19 ans, ça amène toujours une certaine prudence. Il y a des gars qui ont été des histoires à succès dans la Ligue nationale après avoir été repêchés à leur 2e année d'admissibilité. Mais je pense que c'est quelque chose qui encourageait à la prudence. Mais un choix de 4e ronde, le Canadien est sauté là-dessus, puis il était bien fier de son coup, puis force est d'admettre là, que 2 ans après, ils ont eu raison. J'ai hâte de voir. En même temps, je faisais un parallèle avec Roy. Les choses changent vite aussi. Hein? Faut pas... Oui, absolument. Ben oui, mais il faut y mettre l'effort puis le travail. Et ça compte pour tout le monde. Alors, on en parlait mardi, en l'espace de quelques jours, les choses évoluent à Toronto, ou enfin, on devrait en savoir plus d'ailleurs aujourd'hui parce que le grand patron de Maple Leafs Sports and Entertainment, Keith Pelley, va s'adresser aux médias. Là, moi, je fais beaucoup de choses en même temps, puis je suis pas le plus outillé, là, mais est-ce qu'ils ont parlé? Treliving, puis l'autre, est-ce qu'ils ont parlé? Treliving, non. Brad Treliving n'a pas parlé, mais il est confirmé dans son poste. Oui, je sais, mais je me demandais, parce que tu fais un bilan. Nous autres, on voulait entendre Hughes et Gorton. Donc, on n'a pas entendu personne de l'état-major des Maple Leafs. Alors, Pelley sera le premier, visiblement, à s'exprimer. Je pense qu'on lui prête, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que j'ai lu. Ce que mes sources m'ont dit sur Internet. L'informateur! J'ai reçu un texto. Non. C'est pas clair que Shanahan va être remplacé. J'ai cru comprendre qu'il y avait des bonnes chances que Pelley assure l'intérim ou enfin peut-être même le poste. On devrait en apprendre davantage. Mais aujourd'hui, ce qui est, je ne sais pas si c'est étonnant, mais tout ça s'est peut-être bousculé un peu aussi parce que les Islanders ont demandé la permission aux Maple Leafs de parler à Shanahan. Et ça reste... je sais pas. Je sais que les Leafs ont eu beaucoup de succès en saison régulière, mais il me semble que le gars va passer d'un emploi à l'autre. Là. Le gars est hot à ce point-là. Là, genre, son contrat n'est pas terminé, que déjà, vous trouvez pas que c'est un peu... on est prompt du côté des Islanders, ou enfin, je sais pas. Non, mais écoute, moi, je trouve pas... C'est une drôle de situation, ce qui est arrivé chez les Maple Leafs de Toronto depuis 10 ans. Là. Il y a diverses façons de mesurer le succès. Mais si tu regardes d'où est partie cette organisation-là, ça faisait 10 ans que c'était la risée de la Ligue nationale, qui ratait les séries éliminatoires tout bout de champ, ça allait nulle part. Shanahan est arrivé avec un plan, le Shanaplan. mais la meilleure bout, c'était le nom. Le fait est qu'ils ont reconstruit... Il a présidé à la reconstruction de cette organisation-là, que les Maple Leafs, qui sont centenaires, ont connu la meilleure décennie de leur histoire où depuis son arrivée, là, c'est la meilleure période de l'histoire de cette équipe-là en saison régulière. C'est difficile d'avoir des saisons de 100 points dans la Ligue nationale. Année après année, là, la saison commence, tu sais que les Maple Leafs vont avoir 100 points ou autour de 100 points. Ils ont un noyau de joueurs qui fait rêver n'importe quel autre directeur général ou presque n'importe quel autre directeur général dans la Ligue nationale. Et là, ils ont connu des insuccès en séries éliminatoires. Je comprends que là, M. Pelley dit... moi, je pense qu'il y a une partie de relations publiques là-dedans. Là. C'est de montrer on veut montrer aux partisans... Là, on fait quelque chose. C'est inacceptable. Mais puis tu dis, on n'est pas sûr qu'il va y avoir un successeur. S'il plaçait un successeur dans sa chaise, c'est quoi la commande? Dis là... Tu n'arrives pas en finale de la Coupe Stanley, on te met dehors. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le gars, il est 3 étages en haut de ce qui se passe au-dessus du niveau de la patinoire. Arrange-toi. C'est ça. C'est quoi la commande, là? OK, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'à ce niveau-là... Moi, tu me dis l'entraîneur, ils ont changé d'entraîneur en disant on veut améliorer la culture et tout ça. Craig Berube a changé la façon de jouer de cette équipe-là. C'est devenu une des bonnes équipes défensives dans la Ligue nationale. Ils ont fait leur devoir, se sont préparés. C'était quand j'ai fait mon fameux exercice de rétroaction, les Maple Leafs, c'était dans le quatuor d'équipes qui avait le plus de critères remplis par les équipes qui ont remporté la Coupe Stanley. Ils ont changé de directeur général il y a 2 ans, changé un peu la façon dont l'équipe est assemblée, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un nouveau
qu'est-ce qu'il pense apporter en congédiant Brendan Shanahan? C'est juste... c'est pour faire quelque chose. Je ne vois pas ce qu'il faut accomplir. S'il remplace le pauvre gars qui arrive là, c'est quoi? Si la saison prochaine, on est éliminé au deuxième tour, tu n'auras pas fait ton travail. Je vois pas. Moi, je pense que cette tendance-là, dans la Ligue nationale depuis quelques années, d'ajouter un président ou un vice-président des opérations, c'est juste pour acheter du temps. Ça fait en sorte que le président... Il peut passer 2-3 directeurs généraux, puis ça permet de garder une certaine stabilité ou de sauver les fesses de quelqu'un, d'un homme de hockey plus longtemps. Mais je pense pas que ce soit plus efficace comme méthode. Ben, je pense que tu réponds à ta propre interrogation en disant ça à la raison. Pourquoi il s'est fait congédier? C'est parce qu'à un moment donné, ce poste-là devient difficilement justifiable. Tu as des organisations qui vont mettre un président des opérations hockey, d'autres gardent simplement un poste de président. Donc, avoir quelqu'un qui, oui, va agir comme supérieur au directeur général, mais qui va aussi s'occuper beaucoup du volet corporatif, etc. Ouais. Je pense que Keith Perley, qui risque de se nommer lui-même comme président, risque d'aller davantage dans cette direction-là, essayer d'assainir un peu toute la structure administrative des Maple Leafs. Il y a beaucoup de monde. Puis là, en se tournant... ou en continuant de faire confiance à Brad Treliving, qui est quand même un DG qui a beaucoup d'expérience ici, qui est entre bonnes mains sur les décisions hockey. Shanahan, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il a bien faites. Quand il est arrivé, tu disais que c'était une... Tu n'as pas utilisé ces termes-là, mais les Maple Leafs faisaient quelque chose d'archaïque avant son arrivée, dans le temps de... Cliff Fletcher. Oui. Puis même après ça, Brian Burke. John Ferguson Jr. Mais tu sais, Brian Burke, même à l'époque de Brian Burke, mais tu sais, il a procédé à la mise à niveau, à la modernisation des Maple Leafs. C'est devenu une équipe qui est devenue à la fine pointe de la Ligue nationale en termes de développement des joueurs, en termes de statistiques avancées. Ils ont rapidement amené un jeune directeur général, Kyle Dubas, qui faisait partie vraiment de la nouvelle école de pensée. À l'extérieur de la glace, Shanahan a ramené les anciens dans le giron de l'équipe. Il a retiré des chandails, il a contribué à redonner une certaine gloire aux Maple Leafs. Ses choix de première ronde, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Il est allé chercher, son directeur général est allé chercher un joueur autonome en John Tavares qui a livré la marchandise, du moins en saison régulière, durant la totalité de son contrat. Les 2 saisons les plus efficaces ou les plus productives en termes de points dans l'histoire de l'équipe ont eu lieu alors qu'il était président. Donc, tu sais, il y a bien des choses qui ont bien fonctionné. Je pense qu'il y a 2 éléments où ça a achoppé. D'abord, la pandémie puis le plafond salarial fixe a vraiment mis une jambette dans les plans des Maple Leafs parce qu'ils avaient tellement d'argent consacré à leurs 4 ou 5 meilleurs joueurs. Les 4 gros. Les 4 gros que ça n'a pas... ils ont de la difficulté à développer leur personnel de soutien. Cette année, c'était leur meilleure édition à ce niveau-là, je pense. Mais... les insuccès en séries éliminatoires faisaient en sorte que les 4 gros, il aurait fallu, et même on peut inclure Morgan Riley à tout ça, le défenseur, il y avait un exercice qui aurait dû... La seule constante, c'est ces gars-là, d'une année à l'autre. Et on a changé 3 fois de directeur général durant le règne de Shanahan. On a changé 3 fois d'entraîneur-chef. La seule constante dans le règne de Shanahan comme président, c'est le fait de dire... en haut de la pyramide, on regarde ce noyau de joueurs-là et on se dit non, d'une année à l'autre, ça va rester intact. Alors, cette obstination-là, à ne pas changer le noyau quand les insuccès de l'équipe se répétaient, je pense que c'est ce qui fait en sorte que Shanahan a payé cher. Puis, et c'est ce qui fait en sorte que moi, je m'étonne que il y a déjà beaucoup de ben, il y a juste les Islanders, là, mais que ça se fasse de façon aussi... oui, mais Shanahan est une personnalité populaire dans la région de New York. Puis j'en reviens à ce que je disais, l'arrivée de son règne, la modernisation de l'équipe. Ouais, les Islanders sont certainement dus pour ça. Exactement. Ouais. La question avec la Moriello qui était là. C'est important dans la région de New York d'avoir quelqu'un qui a une crédibilité à la tête de l'organisation. Il y a beaucoup de compétition dans ce marché-là. Tous les pas juste parce qu'il y a 3 équipes de hockey de la Ligue nationale, là, mais tout sport confondu. Et Shanahan, c'est une personnalité. Il y avait une aura autour de lui quand il était chez les Rangers et tout ça.
Fait que c'est un gros OK. nom. Mais OK. la question que je me pose, par exemple, par rapport à Shanahan puis les Highlanders, je ne sais pas si ça va finir par... s'il va réussir à avoir ce poste-là. Mais là, ce qu'on a en ce moment chez les Highlanders, c'est un entraîneur-chef. Patrick Roy est sous contrat pour encore 2 autres saisons. Puis, on va embaucher un directeur général au-dessus de lui Oui. à qui on va demander vraisemblablement de dire, ben pour le moment, du moins, peux-tu travailler avec cet entraîneur-chef-là? Mais le directeur général n'aura pas mis, entre guillemets, son homme tout de suite, parce qu'il va arriver, puis on va lui dire, tu vas travailler avec Patrick Roy. Si c'est Marc Bergevin, le directeur général, ça va être weird. Puis là, on ajouterait... Pourquoi? Ben parce qu'il était tout à fait contre quand il était À question Montréal? de changer. Ouais, Ouais. mais là, c'est pas pareil. Non, ben, il n'y avait pas de notion... C'est pas pareil. Ben, Un tandem Bergevin-DG, Patrick Roy, entraîneur à l'extérieur, et le même tandem à Montréal, c'est pas pareil. Ben, non? c'est pas pareil. Écoute, l'environnement est peut-être différent, mais l'évaluation que le DG fait de l'entraîneur me semble reste la même. ouais. Là. Si mais tu c'est ne parce penses qu'ici, pas... là, Mais est-ce que ça tient encore, ces rumeurs-là de Bergevin, directeur général, compte tenu... S'il y a un nouveau ça a président changé, qui arrive, là. là, Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec c'est la le président qui disponibilité- va choisir son DG. Mais non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il était question que le directeur... J'en arrivais à mon deuxième OK. point. Il était question que le directeur général soit nommé avant que Avant Shanahan le soit président. nommé. Alors C'est là, ça. t'aurais... Aucun bon là, sens. tout serait à Ben non. l'envers. On a l'entraîneur-chef, après ça, on va nommer le directeur Ouais. général, Ouais. puis après ça, on va mettre Shanahan au-dessus de la pyramide. C'est comme si tu construis une maison puis tu dis on va commencer par la cheminée. Fait que ça marche pas. Alors, mais donc, c'est un gros danger d'être dysfonctionnel si on suit ces étapes-là. Alors, qu'ils prennent quelques jours de plus pour dire est-ce que c'est vraiment Shanahan qu'on veut. Puis à partir de ce moment-là, s'ils embauchent Shanahan comme président ou président peut-être des opérations hockey, mais mettons juste président, puis après ça, moi, de l'extérieur, je regarde ça puis je me dis s'ils considéraient Mathieu Darche comme candidat potentiel, ben c'est beaucoup plus... Ça m'apparaît couler de source que Shanahan regarde Darche puis dit ben c'est un gars qui est un peu lui aussi une nouvelle génération comme dirigeant un peu ouais. ce serait son nouveau Kyle Dubas là. Et puis il n'y aurait pas tout cet historique là entre Darche puis Patrick Roy non plus. Les choses seraient faites dans un meilleur ordre. Autrement là, si on nous annonce que Bergevin est embauché ce soir ou demain puis que quelque part dans 10 jours Shanahan est nommé président là, bonne chance. Parce que Bergevin et Roy, ce serait weird. C'est ça que je retiens. Ce serait weird, mais ce serait le fun. Ça nous ferait des belles conversations. Je pense qu'on passerait plus de temps sur Long Island que d'habitude. Puis Marc serait tellement content de nous voir débarquer là. Je le sens. J'imagine. Ouais. Est-ce qu'il est encore... non, Encore quoi? il est encore un peu amer. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il a juste parlé à Pierre Lebrun depuis. Oui. Si t'avais vu... Écoute, Pourtant, la dernière... OK, je vais le raconter, là. Mais il est venu assister à un match au Centre Bell. ouais. Puis je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui. Puis il y avait d'autres personnes. Puis je me suis adressé à lui et il ne m'a pas répondu. Il a continué de regarder son téléphone comme si je n'étais pas dans l'ascenseur. Pas vrai? Ouais. Wow. Ça, c'est Puis pas... j'ai dit, parce qu'on montait vers la galerie de presse, puis j'ai dit, tu connais le chemin, Marc, hein? Fait que, tu sais, genre, La tu nouvelle façon retournes de dire bonjour, d'une t'sais. façon de dire bonjour, C'est peut-être ça. tu retournes dans un endroit que tu as un building que tu connais, pas besoin d'indication, tu sais. Puis il a pas levé les yeux, j'ai fait bon, coudonc. C'est la Mais rencontre. tu sais, c'est parce que t'es pas important, c'est pour ça. Tu le sais. C'est parce que t'es pas important. C'est parce que t'existes à peine. C'est pour ça. C'est particulier. C'est pas très gentil, non. Ça... Ouais, c'est Moi, sûr. je l'aimais, Marc, mais là... en tout cas. Ah. Je m'explique pas. Je vous avais peut-être entendu, c'est Renaud Lavoie qui disait ça quand les Leafs ont gagné le match numéro 6. C'était en Floride, si je ne m'abuse. Oui. Oui.
il disait, il était dans le corridor à côté du vestiaire, puis il disait, il entendait les gars dire hein, qu'est-ce que les médias vont dire maintenant? Tu sais, il y a les joueurs là, qui venaient de gagner, là, qui ont visiblement beaucoup échangé là, sur les médias, là, puis que c'était. Qu'est-ce que. Puis je m'explique ça mal, cette espèce de. Il y a comme une grosse mécompréhension, je trouve, de nos rôles respectifs. J'entends par là, les vedettes, les acteurs là, et les médias. Je trouve ça... Si tu viens de gagner un 6e match... Ça devrait être la dernière de tes... Le dernier de tes soucis. Voyons, tu ne devrais même pas parler de ça dans le vestiaire. Là. Ça devrait même pas être un sujet. Ben, tu sais, t'as des marchés où on veut absolument avoir une plus grande couverture médiatique parce qu'on a de la difficulté à pénétrer le marché. Puis t'as, à l'inverse, des endroits comme Toronto, Montréal, où les médias sont omniprésents. Mais en fin de compte, tu sais... Si Matthews, Marner et Nylander ont des contrats aussi lucratifs, c'est parce qu'il y a des marchés en santé comme Toronto. T'sais. Fait que c'est un peu craché dans la soupe. C'est un écosystème, oui, c'est ça. C'est un écosystème qui est... c'est ça. Que ça va tout ensemble. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je parle à vous, ceux et celles qui nous écoutez en ce moment. Ça part du parti. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, merci. Je le dis pas toujours, mais merci infiniment d'être là, de cliquer, d'écouter, de regarder, de commenter. C'est vraiment... sans ça, on serait rien. On serait comme Marc-Antoine. On serait rien. Les gens, personne nous répondrait. Les gens, on parlerait, on dirait. Les gens nous ignoreraient. Puis ça on n'aimerait pas ça. Hein, Martin? Non, ce serait triste. Marc-Antoine Godin, tu es quelqu'un. Ouais, quelqu'un de bien, vraiment bien. On t'aime, Marc-Antoine. On t'aime. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Non, mais c'est vrai. C'est même pas du théâtre. C'est la vérité. C'est sincère. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci infiniment. Ben, ça me fait plaisir, monsieur. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment également. Encore un pur bonheur, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci encore à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.